les réunions multidisciplinaires sont toujours très intéressantes et ça permet de voir la question par des angles différents. Et c'est toujours enrichissant. Et l'approche multimodale aujourd'hui n'est plus à démontrer. Donc, nous, on parle beaucoup des hard teams. Donc, hard team, vascular team, où il y a un peu tout le monde. Il y a le cardiologue, le réanimateur, le chirurgien. On arrive de plus en plus à prendre des décisions tout seul. Comme vous le savez très bien, et comme l'a montré notre ami Ali, l'approche en médecine, c'est une approche probabiliste. Donc, ce n'est pas le raisonnement manichéen, noir et blanc, c'est plutôt chez les débutants et les novices. Parce que quand on comprend qu'on n'a rien compris, en fait. Quelques petites remarques. Pour les guidelines de la Société européenne de cardiologie, ce n'est pas tellement l'ischémie, mais c'est la recherche de l'atteinte coronaire. Parce que vous avez écrit à plusieurs reprises ischémie. C'est vrai que l'ischémie est essentielle, mais c'est surtout la recherche de l'atteinte coronaire. Par exemple, si on fait un CT, un scan, c'est pour rechercher s'il y a une atteinte coronaire. Mais on peut pas ne pas parler aujourd'hui, et peut-être ça sera le sujet de discussion, de l'étude ischémia, qui va sûrement changer ces guidelines de 2018, 19. Donc l'étude ischémia, 8000 patients. On a d'abord fait des scanners à tout le monde, on a éliminé le tronc commun, parce que les cardiologues, ils ont peur du tronc commun. Donc c'est 8000 patients, ce qui est, ou peut-être 4000. Au total, c'est 1000. 5000 patients. 5000. Je pense que c'est un peu plus. Je sais. On a éliminé le tronc commun, ce qui fait peur aux cardiologues. Par le tronc commun, toujours on a peur. On a éliminé les FE très basses, inférieures à 35%. Et on a pris les ischémies modérées à sévères. Parce que c'est la fameuse question qu'on se pose, est-ce qu'il est utile de traiter l'ischémie? Et ce n'est pas récent. Hein. L'étude Courage, l'étude Barry, vous connaissez tous ces études, déjà qui ont montré qu'il n'y avait pas intérêt à traiter l'ischémie. Même chez le diabétique. À un certain moment, on s'était posé la question, faut-il rechercher l'ischémie silencieuse chez le diabétique? Et on s'est rendu compte que ça ne servait à rien, que les conséquences thérapeutiques étaient les mêmes. Qu'on trouvait une ischémie ou pas, c'était le traitement médical optimal avec statine, aspirine, etc. etc. Et donc, un pavé dans la mare, résultat, qu'on cherche ou qu'on ne cherche pas l'ischémie, eh bien, le pronostic est le même. Parce que, et ça, je ne vais pas monopoliser la parole, mais j'ai discuté avec notre ami Ali tout à l'heure, Puel, qui est toulousain, qui est décédé, je crois. Oui. Il est décédé. Nous a fait une conférence, il y a de cela 25 ans à 30 ans. C'est lui le pionnier de l'angioplastie en France. Et il nous avait dit que nous sommes obnubilés par le réflexe oculosténotique. C'est-à-dire, on voit la sténose. Les radiologues, les cardiologues. En fait, le malade ne va pas mourir de la sténose. Parce que la sténose, c'est une lésion en général stable, fibrosée. Il va mourir par les autres plaques qui se trouvent partout, sur la CX, sur la droite, sur l'IBA, etc. Donc on revient un petit peu à ce rationnel. À ce rationnel, la première question qu'on se pose, faut-il rechercher l'ischémie? Je suis un peu provocateur, mais c'est pour animer un petit peu le débat. Ou plutôt chez qui? Chez qui? Meilleure question. Chez qui? Chez qui faut-il rechercher l'ischémie? Moi, je n'ai pas exactement la même lecture. Oui, c'est l'intérêt de l'étude d'ischémia. D'abord, c'est vraiment une catégorie un petit peu hétérogène aussi. Hein. C'est sur des critères d'épreuve d'effort ECG, d'écho de stress, de scintigraphie. C'est modéré à sévère. Mais c'est des patients qui ont tous un traitement médical optimal. Ils ont tous un traitement médical optimal. Et le traitement médical optimal a amélioré la survie des patients coronariens de manière extraordinaire dans les dernières années. On le sait, quoi. On le sait. Et ce qui fait que, globalement, la mortalité, la récidive d'infarctus, quand on regarde les taux maintenant des patients traités de manière optimale, même s'ils ont des ischémies
net, c'est sur des éléments durs de survie et d'infarctus, c'est extrêmement difficile de faire mieux avec une revascularisation. Enfin, c'est mon avis. Voilà. Par contre, ce que montre quand même... donc je ne suis pas, moi, complètement surpris, même si ce n'était pas le résultat escompté. Hein. Mais par contre, ce qui est très clair dans cette même étude, c'est que les patients revascularisés ont une qualité de vie bien meilleure en termes de capacité d'effort, en termes d'engorge, voilà. Le but je ne pense pas que le but de la cardiologie, ça soit uniquement d'améliorer la survie à tous les prix. C'est aussi une survie de qualité, dans des conditions de qualité de vie intéressantes. Et là-dessus, l'étude est positive, même si ce n'était pas l'objectif initial, hein, la qualité de vie. La qualité de vie des gens qui ont été revascularisés avec ces ischémies est quand même nettement meilleure et très significativement meilleure que celle de ceux qui n'ont pas été revascularisés. Voilà. Mais, effectivement, les complications graves, c'était l'objectif premier de l'étude, décès, infarctus, les taux sont relativement faibles dans les deux groupes, mais c'est parce qu'on a des traitements médicaux maintenant qui ont une puissance telle que c'est très difficile de faire mieux. Hein. Vous parlez des statines, des antiagrégants, mais les bêta-bloquants, nous on a l'expérience en scintigraphie de patients qu'on fait avant et puis après bêta-bloquants, de temps en temps... l'ischémie, elle disparaît. Alors, quelle est l'ischémie pronostique? C'est l'ischémie qu'on a vue avant, sans traitement bêta-bloquant, ou celle qui a disparu sous bêta-bloquant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on recherche l'ischémie, ce qu'on voit avec des tests pharmacologiques aussi, sous traitement, sans traitement, ça ne reflète pas toujours fatalement l'ischémie qu'auront les gens dans la vie de tous les jours aussi. Et je pense qu'il y a une partie du problème qui peut venir de ça. Enfin, c'est juste une hypothèse, j'en suis pas sûr, mais c'est peut-être... voilà. Juste pour rester sur l'étude ischémia, j'espère que le débat ne va pas porter que sur l'étude ischémia. L'étude ischémia, effectivement, les résultats ont été présentés il y a une quinzaine de jours, on s'est dit, à l'American Heart Association Congrès, la HA. Ce n'est pas effectivement les résultats que l'on attendait, ils ont été surprenants. Et puis, effectivement, il y a eu des commentaires, un débat, un peu comme les débats qui ont eu juste après l'étude de Courage. Mais je partage ce qui a été dit par Pierre-Yves Marie et par également Kamel Bouralem ce matin. Il faudra attendre certainement la publication et il faudra probablement attendre également les résultats de sous-groupes de ce genre d'études qui apporteront peut-être des réponses à des questions que l'on se pose encore. Mais je ne sais pas s'il faut tirer des enseignements définitifs sur l'étude ischémia. Effectivement, elle a montré que sur les critères, les fameux critères MACE, c'est les événements cardiovasculaires majeurs à type de décès, de réhospitalisation pour une revascularisation, etc., entre un traitement médical et un traitement à base d'angioplastie, il n'y avait pas de différence significative. En termes de qualité de vie, il y a effectivement une différence et une amélioration chez les patients qui ont été revascularisés. Mais je pense qu'il faut être prudent et qu'il faut attendre encore un peu quelques temps pour savoir si l'étude ischémia comment elle va être prise en considération dans les prochaines recommandations. Hein. Les dernières sont assez récentes, hein, mais il faudra peut-être déjà les mettre à jour. Et surtout, comment elles vont impacter sur la pratique quotidienne. Je pense qu'il faut peut-être attendre un peu plus d'éléments. Ouais, allez-y. Juste, en fait, ce matin, je me suis prononcé sur mon appréhension. Et vous en êtes la preuve. C'est-à-dire, vous avez fait une lecture. Donc, effectivement, quel est l'intérêt de rechercher l'ischémie maintenant? Si on est pragmatique, on analyse l'étude d'ischémia qui a été bien menée, il faut dire, le design de l'étude. Le taux de crossover était de 18%. Le sur-risque était de 2% pour les traitements. Le groupe, il y avait un sur-risque même de 2% pour le groupe revascularisation. Donc les effets délétères de la revascularisation aussi. Maintenant, c'est vrai que les sous-questions, c'était, on va dire les questions subsidiaires, c'était, oui, maintenant, pourquoi on va rechercher l'ischémie? C'était l'appréhension de ce matin. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais maintenant, si on dépiste l'ischémie, c'est en fait pour justifier au moins un traitement médical optimal. Pour revenir à l'histoire du diabétique. Si on ne dépiste pas l'ischémie? Comment? Est-ce qu'on va justifier directement le traitement pour le diabétique, par exemple? Un traitement optimal? Est-ce que le fait de trouver l'ischémie va changer le traitement optimal? Non, mais au moins il va l'indiquer. Les bêta-bloquants chez le coronarien aujourd'hui, c'est une autre discussion. Ils sont en train d'être abandonnés progressivement. C'est une autre discussion. Si une ischémie, peut-être pas. Est-ce que le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas... C'est ce qui s'est posé chez le diabétique.
pourquoi 2 grosses études publiées dans New England? Faut-il rechercher l'ischémie silencieuse chez le diabétique? Y a-t-il un impact sur le suivi et le pronostic? Non. Pourquoi? Parce qu'on les traite de la même façon. Parce que, ce que disait monsieur, le traitement médical optimal est obligatoire pour les deux, qu'il y ait un coronarien avec ischémie ou sans ischémie. Les statines, les antiagrégants, les IEC en cas de dysfonction VG, etc. Chez tous les diabétiques, tout confondu. Tous les diabétiques. Je parle Comment justifier un traitement pas que des avisé diabétiques. anti-ischémique? On parle des coronariens en général. Là, on est en train, il faut d'abord différencier. On a ce qu'on appelle la coronaropathie stable, ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome coronaire chronique. On est en train de parler de ça. Il y a le syndrome coronaire aigu, c'est différent. Dans le syndrome coronaire stable, il y a deux choses. La FE qui est basse. On ne peut pas appliquer. Tout à l'heure, M. Ali a appliqué le tableau. On n'applique plus le tableau. Quand la FE est basse, c'est une autre approche. Le tableau n'est plus valable. Le tableau de la présuffisance rénale. On rentre directement, c'est plus la peine de montrer le tableau. AFE, quand la FE n'est pas basse, nous avons 2 situations. Soit il est symptomatique. Alors là, c'est différent. Il est justifié de ravasculariser pour un symptôme. Si on n'arrive pas, quelqu'un qui a mal, il parle de douleur. Il y a un terme qu'ils utilisent dans les recommandations. Inconfortable, un truc comme ça. Inconfortable, une douleur qui gêne, une douleur gênante. Ça, on ouvre une artère. Maintenant, faut-il ouvrir une artère pour une ischémie? Tout ça, c'est la discussion est là. Pour le pronostic. Eh bien, pour l'instant, et l'étude courage, attention, l'étude courage, aujourd'hui, elle a 15 ans. On est à la 14e année. Et les courbes restent parallèles, l'étude courage. Parce que tu peux dire que, comme tu l'as dit, pour l'étude ischémia, c'est le risque de l'angioplastie au début, mais après, l'angioplastie va gagner. Il y a eu ce raisonnement. Mais non, avec l'étude courage, les courbes continuent à être parallèles. On est à 13 ans, courage, 13, 14 ans. 15 ans. Il n'y a pas aucune différence. L'étude Barry, c'est encore pire. L'étude Barry, là, complètement. Ce qui est important pour l'ischémia, c'est qu'elle a été faite par, qui m'a dit, le Casoral des États-Unis. Elle a été faite par les services, comment on peut appeler les institutions. Les institutions publiques. L'ischémie va finir par... L'ischémie, elle va finir par être dangereuse, on le sait tous. Est-ce que tu peux signer un papier à ton malade qui ne va pas faire un accès de TV un jour où il va être stressé? Non. La responsabilité du cardiologue, elle est là. L'ischémie, c'est une épée, c'était nos aînés qui nous appelaient. C'est une épée au-dessus de la tête. Nous parlons d'essais cliniques et des données de la science. Donc, oui. Il y a les la mort subite. On peut en parler, la physiologie, la physiopathie. Les essais cliniques, c'est comme la théorie de l'artère ouverte. Mais quand tu as le patient en face de toi, nous, en cabinet, qu'est-ce que tu vas, c'est la logique. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire, je t'abandonne, je te laisse comme ça? Tu peux pas. Autre chose, on le sait, ça, c'est indéniable. Tu viens de le dire, fraction d'éjection, comment elle s'est abaissée? Parce que parce que l'ischémie a duré longtemps. Et donc, ça, on le connaît depuis l'étude ACAS, qui date de ACAS 55 ans. La fraction d'éjection va finir par baisser. En cas de dysfonction VG, pourquoi attendre? Mais pourquoi attendre que la fraction d'éjection baisse? Il ne faut pas attendre ça. Si je peux agir, j'agis. C'est logique. Elle va finir par baisser, la fraction d'éjection. Il a une ischémie chronique. Le myocarde, il va finir par décompenser, mais c'est sûr. Quelle que soit l'étendue de l'ischémie? Mais l'ischémie chronique égale fibrose. Alors c'est facile, c'est la cascade de Bronwald. D'abord, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on le sait. Et ensuite, une insuffisance cardiaque à fraction... Quelle que soit l'étendue, même inférieure à 10%? Non, vous avez dit non. D'accord. Cette étude, c'est modéré à sévère. Et l'étude a montré qu'il n'y a pas d'événement. Moi, je pose la question. Mais au bout de combien d'années? Moi, je vous pose la question inversement. Courage, 15 ans. Courage, il y a 15 ans. Moi, je vous pose la question inversement. Courage, il y a 15 ans. C'est rien. Moi, je vous pose la question inversement. La vie d'un homme, ça ne s'arrête pas à 15 ans. Oui, mais... Je vous pose la question inversement. Est-ce que le stent va régler le problème?
Peut-être que oui. C'est pas prouvé. Mais si tu le fais Peut-être pas, que non. Si tu fais, vous savez que c'est qui avait attiré notre attention, c'était un grand congrès à Paris, les Journées européennes. C'était un expert en judiciaire, un cardiologue qui était dans les expertises. Il a dit, si demain ton patient t'attaque, que répondre? Non, c'est pas Mais comme non. ça qu'il faut résoudre. Mais si, nous on est des Nous sommes en cardiologues train de libéraux. parler de données actualisées de la science. Donc ton patient t'attaque ou t'attaque pas, allez. Est-ce que tu peux Donc, promettre, attends. non, mais est-ce que tu peux promettre que dans 15 ans, il va pas Je faire ne promets rien. Moi, il y a des données que- de la science qui te montrent qu'il n'y a pas de différence. Maintenant, il t'attaque, il crois t'attaque qu'il pas. y a- N'importe le voile. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que sort du sujet. la fibrose va Non, mais ça, s'installer. c'est des raisonnements physiologiques. Mais c'est Nous- sûr. Nous sommes en train de parler d'essais cliniques. On doit avancer Moi, je- dans la table ronde. Oui, oui. Allez, Je alors, crois, ce qui est mis, il y a mes pas de chers souci. amis. Non, mais c'est le plus important. Ah non, c'est passionnant. Mais c'est Ah, le mais plus c'est important du indiscutable. sujet. C'est passionnant. Mais C'est votre pain quotidien qui est en jeu. Ils vous disent. le pain, le sucre. Peut-être qu'il Ce faut que tu vous veux. mettre au scanner. Au Non, coroscan, non, je ne sais pas. D'accord. Incompétent. Non, non, non. Ça, c'est Mais provocateur. hein. pour éliminer une ischémie, déjà, il faut faire une scintigraphie. D'accord. Donc, on est là Il va pour défendre, éliminer il va déjà. défendre. Je joue au mauvais, je joue au bon. Allez, alors. Non, il faut faire déjà une. Moi, je demande, même à la salle, à l'audience, un cardiologue, je suppose que la scintille est demandée par les cardios. Qu'attend le cardiologue quand il demande une scintigraphie? Qu'attendez-vous de la part de médecin qui fait une scintigraphie? Quelle réponse cherchez-vous? Est-ce prouver l'ischémie, diagnostiquer l'ischémie? C'est quoi? C'est vérité, là, c'est vérité. Ah, il y a Belhaj, toi qui fais les deux. Donc, en tant que cardiologue, je pense qu'il faut toujours revenir à la clinique. Devant moi, il y a un patient. Il y a 3 paramètres. Ou bien il est symptomatique, en gore, ou bien il est très dyspnéique, ou c'est une dyspnée récente, ou bien il y a une altération de la fraction d'éjection. À ce moment-là, on cherche l'ischémie. Donc, je pense qu'il faut reposer la question autrement. Est-ce qu'il faut chercher une ischémie chez un patient asymptomatique? Maintenant, si le patient est symptomatique, ou s'il y a une dysfonction VG, et dans ce cas, il faut être agressif. Donc, il faut aller chercher cette ischémie. Et une petite remarque concernant l'étude de Courage. Je pense dans les critères d'exclusion de l'étude Courage, il y avait les tritrans, il y avait les dysfonctions VG, même les bitrans, et les via proximales et le tronc commun. Mais ils ont pris moins de 10% quand même. Voilà. Hein? Où Ils ont pris l'ischémie quand même moins de n'était pas 10%. sévère. Il n'était pas sévère. sévère. Voilà. Ils ont Donc pris il y quand avait même- les critères d'exclusion. Donc la discussion, il faut la focaliser. Donc je pense qu'il faut reposer la question autrement. Est-ce qu'il faut chercher de l'ischémie chez un patient asymptomatique avec une bonne fraction d'éjection? Exact. Tu m'as pas répondu à ma question. J'attendais que tu répondais. Non, moi D'accord. c'était très bien que tu parles de la scintigraphie. Ça, c'est bien. Et qu'on parle moins du coroscan. Ça, c'est bien. Pour rester dans le... Non, non, pour info, le Coroscan, moi je refuse de faire de Coro après Coroscan, pour vous dire. Donc il a des indications bien précises, le Coroscan, à mon sens, des indications bien précises. Je pense qu'actuellement, avec la démocratisation du Coroscan chez nous, notamment dans l'Algérois, il y a une certaine, je pense, indication un peu plus poussée qui ne sont pas du tout justifiées pour la coronarographie. Non, vraiment du tout. Ce qu'on a Il a discuté parlé peut-être la deuxième. d'expertise, c'est important, Voilà. l'expertise. Dans la deuxième partie, ce qu'il a fait, hein, C'est très important. l'évaluation fonctionnelle, c'est primordial. L'évaluation fonctionnelle d'une lésion, c'est vraiment primordial. Et malgré ça, hein, je pense que le collègue le matin a mis même des réserves sur la FFR. C'est-à-dire même si c'est une évaluation fonctionnelle, elle met des réserves comme sur la FFR, sur la microcirculation, etc. Même si je n'étais pas d'accord avec la réponse de l'expert le matin. C'est mon dada, la microcirculation. La FFR, c'est entièrement indépendant de la microcirculation. Et l'évaluation de la microcirculation par des techniques invasives est complètement indépendante, bien sûr, des conditions de charge, des sténoses épicardiques. Et les deux vont vous donner la réserve coronaire. C'est pour ça que je veux revenir. C'est-à-dire, si ce n'est pas une méthode invasive, que vous allez évaluer la réserve coronaire dans sa totalité, quelle est la part de la sténose épicardique ou de la microcirculation? Est-ce possible de faire la part dans l'examen de non-invasif? Non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que vous en Non, pensez? c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, on va mesurer ce qui arrive directement dans le myocarde
Et ça passe par la microcirculation et par les artères épicardiques, mais faire la différence entre les deux, c'est Très bien. compliqué. Enfin, Celui-là, on il fait que ça. invasive, Du matin au soir, ouais. il fait que ça. Mais En vrai. invasif, c'est ce Non, mais qu'on là, fait, par en fait. contre, Donc, c'est voilà. c'est vrai que là, on est surpris par le nombre de papiers qui mettent la microcirculation en exergue sur justement certaines incohérences des résultats qu'on peut Bah obtenir. oui, tout simplement. Et chez des patients coronariens, mais chez des patients pas coronariens du tout aussi. Voilà. Donc c'est Parce que intéressant. tout simplement, on a pu améliorer la mortalité à un certain niveau où on arrive à une stagnation. Oui. Toutes les études actuellement, tous les essais sur, par exemple, le syndrome coronaire, on n'arrive plus encore à améliorer la mortalité. On arrive à un certain plateau. On se demande où est le hic. Où est-ce qu'on peut améliorer encore les choses? Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux 95% du réseau coronaire qui reste, qui n'est pas exploré, qui est la microcirculation. Et les méthodes invasives, c'est-à-dire avec le même guide FFR, on peut faire la FFR et on peut compléter d'emblée, et actuellement par la même technique, on aura l'IMR, c'est qui est l'indice des résistances de la microcirculation, et la FFR en même temps, donc afin de traiter. Et souvent on trouve ça, on a un cas typique, hein, il y a 15 jours, oui, le malade que m'a adressé, il avait 7 stents, je pense. Il avait mal. Il avait mal, il y a encore une sténose intermédiaire, j'ai dit non. On a fait la FFR qui est négative, j'ai complété par l'IMR qui était revenu extrêmement élevé, l'indice qui est revenu extrêmement élevé. C'est une atteinte de la microcirculation. Ça ne sert à rien de lui rajouter encore un stent. Et donc c'est ça l'intérêt. Donc je reviens à la question. Donc, je suppose, quand on demande une scintigraphie, il y a le patient déjà dilaté, revascularisé, chez qui, moi, ça fait des années que je refuse une épreuve d'effort. Je refuse une épreuve d'effort qui n'est pas du tout, ne peut ne quantifier, ni localiser. Quand je revascularise un patient, il y a parfois des artères qui relèvent, je l'écris dans le compte rendu, relevant d'un traitement médical, parce que l'étendue du réseau, elle est petite, que le lit d'aval est vraiment malade, ça veut dire que ça ne peut pas relever d'une revascularisation, donc ça relève d'un traitement médical. C'est-à-dire, je refais une épreuve d'effort chez ce patient, elle va revenir positive. Et on refait une coronarographie vraiment qui est inutile. Et dans ce cas-là, c'est très important de quantifier, hein, quand on fait une scintigraphie après un patient revascularisé, et surtout localiser. Localisation. Si je me revois le film de coronarographie, que je trouve la localisation de cette ischémie est exactement la même sur le territoire, là où on a une artère qui est malade, qui relève d'un traitement médical, ça ne justifiait pas une coronarographie. Et je ne vous dis pas les travaux qui ont été faits de 1 mois à 6 mois après une angioplastie, une recanalisation réussie. Je ne dis pas reperfusion, il y a une différence entre les termes. Recanalisation réussie, quand on refait l'épreuve d'effort, dans 35 à 40% reste positive. Elle reste positive. Et donc, ça ne justifie pas. Franchement, le non-reflow dans le syndrome coronaire, ça en parlons bien sûr, très important. Et donc, la quantification, la localisation, c'est primordial. Donc on est d'accord que l'étendue de l'ischémie est un élément pronostic. Là, on est tous d'accord. Aujourd'hui, comme il disait, on se base sur les Petite données, ischémie. sur les évidences. On est d'accord. Ah oui, très d'accord. L'étendue de l'ischémie est un facteur pronostic. Sur les évidences, jusqu'aujourd'hui, oui. De deux, une ischémie petite ou de grande abondance, elle va justifier un traitement médical ou une revascularisation. Donc elle va aider au choix diagnostique, thérapeutique plutôt. On est d'accord là-dessus. Oui. Donc, à la question, faut-il rechercher l'ischémie? Non, il faut la rechercher. Pas toucher les patients. Comment? Pas chez tous les patients. Chez qui, alors? Il a soulevé la question, soi-disant barré 2D. Il a soulevé. Si on voit la communauté, par exemple, diabétique, vous savez, un travail qui a rassemblé 200 000 patients, hein, dans les pays scandinaves. Je vous donnerai les références après. 200 000. New England. Dans New England, bien sûr. 200 000. Quand on met diabétique plus 5 facteurs de risque. Plus 5 facteurs de risque. Si on ne va pas sauver la vie. Hein. Si on cherche l'ischémie, on la traite, c'est-à-dire par revascularisation, c'est exactement le même pronostic que de prendre en charge les facteurs de risque. C'est-à-dire, je reviens à votre question un peu en détail. Ça ne veut pas dire que ça va justifier un traitement de l'ischémie, mais plutôt ça va justifier la maîtrise des facteurs de risque qui vont provoquer l'ischémie. Du coup, si l'hypertendu, je vais prescrire les IEC, si les dyslipidémiques, je vais prescrire les statines, etc. Et ça va rejoindre en fait le traitement de l'ischémie. Donc il faut agir en amont plutôt. Vaut mieux un bon footing qu'une les facteurs qui amènent à cette ischémie. Scintigraphie d'effort. Vous avez les deux.
Ça, c'est bien ce que je dis depuis le début. Oui, oui, on est d'accord. D'accord. On recherche de l'ischémie. Bon, il faut laisser Chez la salle un certaines, peu. je pose des questions Non. pour orienter. Il faut laisser la salle un peu, parce que là, on a monopolisé le docteur Colli, qui est de TBSA, cardiologue émérite. Moi, j'ai une patiente. TBSA, c'est à la frontière de Tunisie. On est très loin. Une patiente de la quarantaine qui est très symptomatique, qui accuse des douleurs thoraciques. L'électro montre des signes d'ischémie en antérieur étendu. On a fait une coronaro il y a 5 ans, elle était normale. Et aujourd'hui, c'est les mêmes symptômes. Alors, comment vous prouvez qu'il y a une atteinte de la microcirculation? Comment vous pouvez le prouver? Vous dites que c'est une microcirculation. C'est son Je l'ai travail. envoyée pour une autre coronaro, elle a été refusée. Non, pas une colle. Vas-y, réponds. Bah écoutez, par défaut de sponsor, en fait, j'ai pas pu faire ce travail parce que pour mesurer les résistances de la microcirculation, il faut utiliser un guide FFR. Pour utiliser un guide FFR, il faut justifier en fait au moins une sténose intermédiaire. Hein. Sinon, on va utiliser un guide FFR sans sténose. En fait, c'est pas éthique économiquement, si je puis dire. Et donc ça relève vraiment de l'étude de la microcirculation chez cette patiente à travers un guide qui est invasif. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a que ça. Peut-être le PET. Pour vraiment étudier. Ben non, elle va revenir positive ou plutôt positive parce qu'en fait, il y a de l'ischémie. Une couronne qui est négative. Elle est saine, la couronne. Mais une scintille qui est positive. Une scintigraphie normale. Scintigraphie même normale, elle vous dit. Même si elle est positive. Donc c'est ça, c'est que ce que je posais, la question, c'est qu'on ne peut pas donner la part des choses. Est-ce que c'est vraiment microcirculation? Donc la meilleure, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'angor microvasculaire. C'est une entité qui est décrite dans les recommandations. On peut aussi chercher la dysfonction endothéliale. Ben oui. Par l'artère, par l'IVA à l'écho et par... on peut chercher aussi la dysfonction endothéliale. Tout à fait. Parce que quand on dit atteinte de la microcirculation, c'est-à-dire atteinte fonctionnelle et ou structurelle. On parle pas de la dysfonction endothéliale. Quelquefois, c'est pas cardiaque du tout. Hein. Non, là c'est cardiaque, des ondes négatives, de VAV6. Ah oui, d'accord. Là c'est la micro. Là on peut faire l'IVA avec l'adénosine aussi. Quand il y a une atteinte de la microcirculation avec atteinte en fait dysfonction endothéliale, les substances qui sont censées dilater les artères, elles vont provoquer l'inverse en fait, l'acétylcholine. Sur un endothélium qui est atteint, qui est malade, il va provoquer en fait. C'est paradoxal. Donc il faut faire soit le flux luméral avec le brassard, soit l'IVA. Mais là, ça relève un peu de... Normalement, non, c'est-à-dire sur le terrain, c'est l'angor microvasculaire. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a que de l'aspirine et les statines. L'amlodipine aussi. Amlodipine pour éviter le spasme supplémentaire. Oui. Mais ceux qui ont prouvé sur la mortalité à long terme, ça reste vraiment l'aspirine et les statines. Elle est déjà sous Tildienne, aspirine. Et ça ne marche pas. Et vous voyez que les cardio et médecins nucléaires, en fait, le gros souci chez nous, il y a deux gros soucis. D'abord, le parcours du combattant du patient. L'accès chez nous, je parle de notre région, l'accès pour accéder à une salle de caté, c'est pas une mince affaire. Il faut dire ce qu'il en est. C'est-à-dire que si on parle du point de vue qualité de vie, les cardiologues, en particulier ceux du privé en cabinet, ils préfèrent traiter leurs patients à un traitement médical. Eux, ischémia, les résultats ont apparu il y a très longtemps pour eux. Un traitement médical optimal avec un suivi régulier pour épargner aux patients le parcours du combattant à l'accès à la salle de caté. Ça, c'est une réalité du terrain. Ensuite, par contre, le deuxième gros souci, c'est qu'on ne parle pas le même langage. Nous, les médecins nucléaires, avec les cardiologues. On ne parle pas du tout le même langage. C'est-à-dire que déjà le but de cette table ronde, c'est de standardiser un petit peu notre langage. Et essayer un tant soit peu d'écrire un petit peu, d'écrire des guides de procédure. C'est du ressort d'une société savante normalement, mais au moins qu'on ait des normes nationales et qu'on parle le même langage. Pour moi, c'est la priorité. Et qu'on standardise aussi les prises en charge des malades coronariens. Ce qui est une chose très importante à mon sens. Enfin, moi, si j'ai un conseil, je n'ai pas de conseil probablement à vous donner, mais je pense que les recommandations telles qu'elles sont écrites ne sont que des recommandations d'ailleurs. Hein, voilà. Mais franchement, ça a drôlement évolué. C'est une somme de travail tout à fait considérable. Et c'est quelque chose... ce sont des recommandations sur lesquelles il y a un agrément.
Il y a un agrément, voilà. Il n'y a pas de raison qu'on soit plus intelligent, nous, en France, et vous, en Algérie, que le reste du monde. Et très honnêtement, elles sont raisonnables, ces recommandations. Oui, c'est très raisonnable, Et on plus voit que bien raisonnable. bon, ça met de côté les patients symptomatiques pour lesquels, voilà. L'ischémie, c'est une recommandation, mais le niveau d'évidence, c'est une recommandation de type 1. Ça veut dire que tout le monde est d'accord pour dire que quand il y a une ischémie, il vaut mieux traiter, mais le niveau d'évidence, il n'est pas A, il est abaissé, parce qu'effectivement, il y a ce doute sur l'impact, cette discordance. On sait que la revascularisation, quand il y a une ischémie toute seule, même si elle est sévère, ça on vient de l'apprendre depuis ces recommandations, ça améliore pas fatalement la survie et ça diminue pas fatalement le risque d'infarctus, mais ça améliore la qualité de vie des patients. Donc bon, c'est aussi le but des médecins, hein, d'améliorer la qualité de vie des patients. Puis autrement, il y a toutes les indications qui correspondent, mais vous en avez parlé, du tronc coronaire gauche, des atteintes bitronculaires avec l'IVA, des atteintes multitronculaires avec une baisse de la fraction d'éjection, voilà. Et là, effectivement, il faut opérer. Généralement, c'est des études qui ont été faites sur les pontages, mais ça peut se faire en angioplastie. Et là, les recommandations, c'est de dire, oui, ça, ce sont des indications reconnues à la condition qu'il y ait la mise en évidence supplémentaire d'une réelle ischémie. Et l'ischémie, là, il laisse libre la technique, qui peut être d'ailleurs une technique hémodynamique pendant le cathétérisme. Moi, honnêtement, ça paraît difficile d'aller à l'encontre. Enfin, nous, on ne le fera pas en France. Je ne sais pas si vous le ferez en Algérie. Non, on va pas à l'encontre. On est avec les données actualisées de la science. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça me paraît L'étude difficile. ischémia va changer. On se retrouvera l'année prochaine. Je crois Va changer les pratiques. Mais non, il y a Va changer les pratiques. Je crois pas. Je crois pas parce que c'était. Pardon. Parce que c'est ce qu'on pensait depuis longtemps, que l'hibernation myocardique, le fait, on appelle ça l'hibernation myocardique. L'ischémie très sévère. Non, c'est une baisse de la contractilité secondaire à une baisse de la perfusion. Le fait de lever l'hibernation, les anciens le disaient déjà, avec les animaux, que c'est pas évident que ça améliore quoi que ce soit. Parce qu'il y a tout l'aspect de la microcirculation. Et il y a surtout ne pas oublier que le coronarien va mourir, et c'est ça, va mourir. Son médecin aussi. Hein. Oui, où on a des événements cardiovasculaires par les plaques. Tant qu'on ne traitera pas les plaques, la stabilité de la plaque, c'est pour ça que maintenant on essaye de rechercher la thermographie, il y a plein de techniques, l'OCT, pour voir la stabilité, les marqueurs biologiques, pour voir est-ce que, parce que la sténose en elle-même, ou l'ischémie, c'est pas ça qui va faire un deuxième événement cardiovasculaire. Et c'est ça le problème. Maintenant, dire que aujourd'hui, la conclusion de ceux qui ont fait l'ischémie, ils disent que ce n'est pas utile, dans longueur stable, ce qu'ils disaient chez le diabétique, de rechercher l'ischémie silencieuse. C'est pas tout à fait la même lecture que j'ai eue, moi, non plus. Voilà. Bonjour, c'est Dr Selmani. Voilà. Par rapport à l'étude d'ischémia, je pense que ça inclut, c'est-à-dire des malades qui ont plus de 10%, que ce soit d'ischémie à la scintille ou à l'écho de stress. Voilà. D'abord, j'ai un commentaire sur ça. Est-ce que 10% d'ischémie égale toujours 10% d'ischémie chez tout malade? Parce qu'on sait qu'en échocardiographie d'effort ou de stress, c'est-à-dire une atteinte à deux segments en inférolatéral n'égale pas 2 segments en apical, c'est-à-dire en matière de pronostic à long terme. Deuxième point, c'est-à-dire on a remarqué que sur le plan mortalité, c'est vrai, il n'y a pas de différence, mais sur le plan des symptômes, il y a une différence. Il ne faut pas oublier que sur une méta-analyse qui a été faite sur des malades, plus de 7000 malades, qui ont une scintigraphie normale, mais qui ont eu de longueur durant l'épreuve d'effort ou le test de stress, c'est-à-dire concomitant, on a remarqué qu'à 10 ans, il y a plus de mortalité chez les malades symptomatiques que les malades asymptomatiques, malgré l'absence d'une lésion coronarienne. Troisième point, par rapport à l'épreuve d'effort. Surtout après ces dernières recommandations, on a remarqué que cet examen a été trop stigmatisé. Mais si on fait une petite lecture dans les détails des recommandations, on remarque que l'épreuve d'effort n'a pas été downgradée, mais au contraire upgradée. On peut dire qu'elle fait actuellement une partie intégrante de l'examen clinique et non pas des examens complémentaires. Parce que son utilité réside plus que
dans les données de l'ECG, c'est les autres données qu'elle peut apporter. Par exemple, si mon médecin nucléaire me répond qu'il a une scintigraphie positive pour 3 segments avec une épreuve d'effort 13 mètres de capacité fonctionnelle, moi personnellement je respecte, c'est-à-dire la coronaire, et je donne qu'un traitement médical. Voilà. Autre chose, je pense que c'est tout. Bonsoir, c'est Dr Abdi de Blida. Donc j'ai une question pour le professeur Ben Khattab, puisqu'il représente le scénario un petit peu catastrophique pour nous. J'essaie de jouer le mauvais rôle. Donc, les gens voient beaucoup cette scintigraphie. Je pose la question du point de vue du cardiologue, si jamais ces recommandations seront revues, à être modifiées, et si j'ai bien compris que le cardiologue dans le futur, il n'aura à chercher que, non pas l'ischémie, mais si le patient est coronarien ou non pas coronarien. Donc, est-ce que la scintigraphie dans ce scénario aura un rôle à déterminer si le patient est coronarien ou non? Ou bien il y a d'autres moyens pour le cardiologue Moi, je suis chef de service cardio, j'ai 200 KT et il y a beaucoup de demandes. On a énormément. Bon, peut-être que c'est actuellement la seule salle qui fonctionne. Non. Blida, il ferme à 18h. Peut-être que vous fermez. On ne ferme pas. Même la nuit. La nuit, comme Je travaille la nuit. on travaille. Donc, il y a le syndrome coronaire aigu. Ça, on ne discute pas. Pas de discussion. Maintenant, dans la coronaropathie stable, je vous dis franchement, depuis tout le temps, on est un peu... bon, je répète, s'il y a une dysfonction VG, c'est différent. On ne parle pas de... S'il y a un symptôme invalidant, angorodyspnée, c'est une indication symptomatique. Quand l'angor est invalidant, il ne peut plus bouger, il ne peut plus allumer la télévision, il ne peut plus faire 200 mètres. Ça, c'est une indication symptomatique. Sinon, cette étude vient à point nommé pour nous aider à sélectionner pas mal de malades. Parce que là, ça nous évite pas mal de malades. Les 3 segments, les 2, ils cassent les pieds. Tout le temps, les 2 segments, on n'arrive plus à répondre à la demande croissante des malades. Mais au moins, Et là, on a personnellement, en tant que chef de service, cette étude m'arrange beaucoup. Maintenant, pour ceux qui ont des appareils de scintigraphie, c'est sûr que... Non, mais au moins, la synthèse a été faite, qu'elle a estimé que c'est moins de 10%, que vous ne faites pas une coronarographie. Non, maintenant, même si c'est 40, même si c'est 30. Justement. Pardon. Moi, je vais mettre ischémia sur mon bureau. Merci. Non, moi je veux un petit historique très rapide, très rapide. Et je profite que Pierre-Yves soit là. Pourquoi? Pour lui demander sa vision de l'extérieur, autrement dit, ce qui se passe ailleurs. Nous avons, en tant qu'association de médecine nucléaire, nous sommes, étonnés de voir que chez nous, lorsqu'on demande une coronarographie, une prise en charge de coronarographie, quelles que soient ces histoires, 3%, 1%, haute, basse, il faut passer par un ensemble d'examens dans lequel, pardon, mais c'est une discussion, il faudrait qu'on arrive à recommander. Je finis. Alors, pardon. Je finis, Pierre-Yves. Alors, est-il possible, est-il normal, est-il cliniquement envisageable, est-il techniquement admis que dans un ensemble d'examens qui sont déposés sans aucune condition, ça, il n'y a pas cette notion de toutes les études que vous avez nommées, on enlève allègrement la scintigraphie myocardique. C'est scandaleux. Voilà. Tout à fait. Eh bien, à partir de là, on s'est dit, réunissons nos amis cardiologues, réunissons nos amis médecins nucléaires, discutons pour comprendre d'abord nous, praticiens, expliquer à nos amis en formation,
et avoir le point de vue de tout le monde. J'ai ton point de vue, je suis content. Mais il faut appeler les bons cardiologues. Tu m'appelles, moi. Tu es le meilleur. Non, moi je change rien. Il faut appeler ceux qui sont Non, dans le non, non, changement. non, Ceux qui discutez. sont bien vus par ceux qui changent. Non, discutez seulement. Pierre, continue. Discussion, tu sais. Moi, le système français n'est pas du tout comme ça. Hein. Le système Heureusement, français, heureusement. depuis... ouais, mais c'est presque un excès en trop, quoi. C'est-à-dire que depuis les voies radiales, etc., ça se fait en hospitalisation de jour, la coronarographie, ça se fait très rapidement. Il y en a... Oui, en ambulatoire, ça se fait très rapidement. Il y en a vraiment beaucoup, quoi. Alors, ça a diminué un petit peu ces derniers temps, mais ça se fait beaucoup. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait près de 40% de coronarographie dont l'indication n'était pas absolument justifiée, quoi. Voilà. Donc, c'est l'autre problème. Et donc, on n'est vraiment pas du tout dans la même situation. Nous, on plaide plutôt pour effectivement dire... Il faut que dans la porte d'entrée, mais c'est le cadre des recommandations, hein, qu'il y ait un test d'ischémie, en dehors, bien sûr, des très hautes probabilités pour lesquelles ça pose vraiment pas de problème, quoi. Mais même pour des probabilités assez faibles, hein, je vois maintenant, si vous faites une scintigraphie myocardique à 1 millisievert, le faire chez des gens qui ont une probabilité qui n'est pas très élevée, pourquoi pas, quoi. Enfin, je veux dire, alors le but, c'est pas de faire absolument des examens très très peu irradiants, parce que les examens qu'on faisait avec plus de doses avant, ça posait pas non plus de problème, mais ça permet de renouveler. Et je pense que ça change la candidature. Notamment quand vous avez une épreuve d'effort sous maximale, mais que c'est tout à fait normal, ou quand vous avez un résultat douteux, voilà. On n'est pas obligé de se jeter sur la coronarographie pour voir ce qu'il en est. On peut très bien dire, un examen à 1 ou 2 millisieverts, eh ben, on va le mettre sous traitement, on va attendre 1 an, puis on refera l'examen, puis on va voir. Surtout que chez ces patients angineux chroniques, il n'y a pas d'urgence. On n'est pas, vous l'avez bien décrit, on n'est pas dans la situation du syndrome coronaire aigu. Donc il n'y a pas de raison fatalement de se presser. On peut le prendre en charge médicalement. S'il y a un doute, ben, lui donner les statines, lui donner les antiagrégants, puis dire, bon, on va revoir dans 6 mois, puis on fera peut-être un test. Voilà. Et je pense que ça, c'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir renouveler la scintigraphie éventuellement à 6 mois. Donc moi, je plaide pas pour une scintigraphie, je plaide pour un monitoring. Non, mais pour ces cas-là, il ne faut pas hésiter à refaire l'examen non invasif, je crois, franchement. En fait, je fais un commentaire seulement sur la question en 2 parties. La première, sur la panoplie d'examens, en fait, c'est une très mauvaise interprétation de la loi de la CNES, en fait. Quand on demande les prises en charge, on demande pour une revascularisation de tout point. Donc, y compris le pontage. Et c'est pour ça qu'on demande, en fait, les Doppler, le FR, etc. Si on demande seulement pour une coronarographie avec revascularisation par angioplastie, le dossier est très, très simple. Donc, on ne demande ni Doppler, ni EFR, ni écho abdominal, ni le reste. Alors, c'est une mauvaise interprétation, voilà. C'est une mauvaise interprétation. Non, j'arrive à la deuxième. C'est ce que je dis. Je scinde les deux. Donc, ça, c'est la loi. C'est une mauvaise interprétation de la loi. Je vous garantis que ces derniers temps, quand j'ai discuté avec les responsables de la CNAS, on m'a expliqué ça, j'ai dit à certaines cliniques, voilà, je ne travaille pas dans le privé. Hein. Et donc j'ai dit ça, et donc ça s'est confirmé en fait. Si la clinique ou l'opérateur demande une coronarographie avec revascularisation par angioplastie, c'est une preuve d'ischémie, une seule preuve d'ischémie. Maintenant, on va discuter de la scintille, plus le tracé, le bilan de standard, c'est tout. La deuxième, à ma connaissance, ce n'est pas dans le règlement. Je pense que certains experts qui ont enlevé. Moi, j'ai des scintilles qui ont été acceptées. Hein, c'est-à-dire des patients qui me disent qu'ils viennent parce qu'ils étaient délatés dans le privé. On me dit, voilà, un dossier qui est sur la base de scintilles. Je pense... C'est comme il se fait quel trottoir يحكموك سيدي محمد ولا شيء كيف كيف. Donc ça dépend le dossier chez quel expert il va tomber. La note, elle était précise. Pas plus de scintigraphie myocardique en raison de beaucoup de faux positifs. C'était clair. Il y a combien de médecins nucléaires en Algérie? Le matin, j'ai entendu plus de 120. 120, c'est ça. Plus, un peu plus. Professeur, vous pensez combien il y a ceux qui font 100? Plus de 160. Pensez combien il y a ceux qui font l'écho de stress en Algérie? Ça se compte sur les doigts de la main. 5 ou 6. Hein. L'épreuve d'effort
on peut interpréter upgrader ou non, parce qu'en fait, oui, ça dépend de l'interprétation. Ce n'est plus d'un moyen de diagnostic d'ischémie, mais seulement c'est un moyen d'évaluation du risque global du patient, l'épreuve d'effort. Qu'est-ce qui nous reste comme moyen, en fait? Qu'est-ce qui nous reste comme moyen pour détecter l'ischémie? Oui, l'épreuve d'effort, effectivement, hein, les recommandations, hein, effectivement. Oui, Alors, j'ai l'impression que vous dites qu'elles ont été mises à l'index, marginalisées. Non, hein, voilà. Quand on parle effectivement d'évaluation de tests diagnostiques d'ischémie, on se dit effectivement que l'épreuve d'effort n'a pas sa place là, et c'est effectivement les tests fonctionnels. Maintenant, effectivement, ça ne veut pas dire que l'épreuve d'effort n'a plus de place, mais dans l'évaluation des patients, effectivement, hein, elle est non seulement effectivement citée, mais sa place est toujours reconnue. Excusez-moi pour aussi ajouter de l'eau à votre moulin, il y a l'expertise qui est importante. Une épreuve d'effort, ça dépend. Si elle est faite par notre ami Termi, qui est expert en épreuve d'effort, il vaut mieux une épreuve d'effort comme ça qu'une scintille qui est mal faite. Parce qu'on a eu, je ne vais pas casser du sucre sur le dos. On a eu beaucoup de scintilles, c'est vrai, hein, en salle cathé, 10 segments, 4 segments, il n'y a rien. Il y a des centres où il n'y a rien du tout. Bon, je ne vais pas citer. C'est pas le. On donne la parole au jeune homme, un jeune cardiologue. Donc, je voudrais réitérer sur le docteur Selami, qui va parler d'ischémia et que l'approche interventionnelle, elle fait mieux que la conservatrice concernant les symptômes. Donc, quand on a comparé le traitement conservateur avec l'interventionnel, c'est seulement 10% de conversion vers l'interventionnel qui n'était pas contrôlé sous traitement médical. C'est 10%, traitement médical optimal. Et concernant l'étendue de la lésion, donc dans les sous-groupes, concernant les sténoses coronariennes, à plus de 50%, dans tous les sous-groupes mono, bi ou tritonculaires, il n'y avait pas de différence entre l'approche conservatrice ni interventionnelle. Donc, sur le plan symptomatique, il faisait la même chose. Oui. Quelqu'un qui voulait poser une question là dans le fond. Allez-y, monsieur, un autre cardiologue. Ah, il y a beaucoup de cardiologues. Hein. Vous avez un. Hein. On voyait les lieux. En plus, en fait, pour le truc de CNAS, on peut le contourner en imprimant l'épreuve d'effort de la scintigraphie dans 2 pages différentes et ça passe. Hein. Ils font même pas attention. Hein. C'est juste une remarque. Voilà, pour les marchands, ça c'est... Mais ils nous poussent parfois à faire ça. Hein. Vrai, on demande aux médecins nucléaires d'imprimer juste l'épreuve d'effort dans une autre page et ça passe. Hein.